Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale législative de l'entre-deux-tours. France 3 Poitou-Charentes bouleverse ses programmes et vous propose 3 débats dont l'enjeu reste incertain. 3 débats, 3 confrontations, 2 candidats finalistes dans 3 circonscriptions du Poitou-Charentes particulièrement convoitées. Mais pour être totalement transparent avec vous, il devait bien y avoir 4 débats et notamment une confrontation dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime entre le député Les Républicains, député sortant, Didier Quentin, et son challenger du MoDem, Gérard Potennec. Mais ce dernier, après avoir accepté le principe du débat, a finalement décliné ce matin ce rendez-vous démocratique. Dommage pour les téléspectateurs et les citoyens de cette circonscription, que les choses soient dites. Coup de projecteur donc sur la 4e circonscription de la Vienne, un débat qui opposera Anne-Florence Bourrat, candidate des Républicains UDI, à Nicolas Turquois, candidat de La République En Marche. 2e circonscription des Deux-Sèvres, 2 femmes s'affrontent. La députée socialiste sortant Delphine Batho face à Christine Heinz, candidate de La République En Marche. Enfin, 3e débat, il concerne la 3e circonscription de la Charente entre Madeleine Ngombe-Bito de La République En Marche face au député sortant d'Hiver Gauche, Jérôme Lambert. Et justement, nous commençons par cette 3e circonscription de la Charente. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Poitou-Charentes. Avant de vous entendre précisément, Fabrice Bito nous rappelle les principaux enseignements du premier tour dans cette 3e circonscription de la Charente. Il y a 5 ans, Jérôme Lambert avait été réélu dès le premier tour, mais cette fois, il est en ballottage défavorable face à la candidate de La République En Marche, l'ancienne vice-présidente de la région Poitou-Charentes aux côtés de Ségolène Royal. Madeleine Ngombe-Bito est arrivée en tête avec plus de 28% des voix et 7 points d'avance sur le député sortant. La candidate des Républicains, Brigitte Fourré, arrive en 3e position avec 15,8% des suffrages, devant celle du Front National, Aurélie de Azevedo, 13% des voix. 3 candidats de gauche totalisent plus de 17% des suffrages et le comportement de ces électeurs sera sans doute déterminant pour départager 2 candidats qui ont autrefois appartenu au Parti socialiste. Bonsoir Jérôme Lambert, première question elle est pour vous. Cette fois-ci, la prime au sortant, visiblement, n'a pas fonctionné comme vous pouviez l'espérer. La faute à qui, Jérôme Lambert? À l'abstention, à la vague Macron, ou c'est parce que vous avez fait une mauvaise campagne? Je crois qu'à travers tous les résultats que nous avons pu constater dans la France entière, la prime au sortant, sauf quand, dans quelques occasions, ils étaient soutenus par La République En Marche, cette prime au sortant n'a jamais fonctionné. Maintenant, je suis là au 2e tour, et le 2e tour, c'est pas le remake du premier tour. J'en ai quelques expériences, donc rendez-vous dimanche prochain. Madeleine Ngombe-Bito, vous avez essuyé plusieurs campagnes électorales, hein, c'est pas la première, plus ou moins avec plus ou moins de succès. Alors, sous l'étiquette Parti socialiste à l'époque, et cette fois-ci, la marque La République En Marche vous a propulsé en tête au premier tour. Vous y voyez une relation de cause à effet? Oui, alors donc je suis la candidate de La République En Marche et je suis très heureuse d'avoir été placée en tête lors de ce premier tour. Il y a réellement une dynamique autour de ma candidature. L'effet étiquette a fonctionné pour le coup? Ah, très certainement. Très certainement, c'est très important cette étiquette. C'est l'étiquette du président de la République qui a proposé donc une politique il y a quelques semaines et à laquelle les Français ont souscrit. Donc c'est très important, l'étiquette, en effet. Alors précisément, Jérôme Lambert, vos détracteurs n'oublient jamais de préciser que vous en êtes à votre 6e mandat, donc élu en 1986. À l'époque, vous étiez le Benjamin de l'Assemblée. Hein. Cette longévité serait-elle devenue suspect aux yeux de vos opposants? Je suis présent au 2e tour. On verra si les résultats dimanche prochain rendent tout cela suspect. Moi, je pense au contraire que ça a été une façon pour moi de pouvoir résister au tsunami de La République En Marche qui a frappé toutes les circonscriptions de France. Il y en aura forcément qui resteront, je dirais, en marge de La République En Marche. Tant mieux, parce qu'il faut qu'à l'Assemblée nationale, il existe un vrai débat démocratique. Eh bien, je serai ce représentant, un de ces représentants à l'Assemblée nationale. Pourquoi je pose la question, Jérôme Lambert, et c'est la question que je pose à Madeleine Ngombe-Bito. Vous êtes pour une limitation du cumul des mandats dans le temps et dans l'espace? Absolument. J'adhère parfaitement à cette loi de moralisation de la vie politique. Et un des éléments, c'est le non-cumul des mandats dans le temps, 2 à 3 mandats. Et on va servir donc l'État et ses concitoyens autrement. La politique ne doit pas être un métier. Il faut que ce soit un engagement pendant un temps donné de sa vie. Alors justement, Jérôme Lambert, est-ce que vous remetteriez en cause la légitimité de votre opposante, Madeleine Ngombe-Bito,
qui vous reprocherait de ne pas avoir fait... Enfin, d'abord, vous lui reprochez de ne pas avoir fait campagne, pour le coup. Ah non, non, elle est parfaitement légitime. Les 12 candidats qui étaient présents au premier tour étaient tous légitimes. Ils ont tous fait le score que les électeurs leur ont permis de... Vous n'êtes pas un peu chagriné aux entournures quand même, parce que avec une étiquette... J'ai été surpris du résultat, mais qui ne l'aurait pas été, puisque j'étais donné largement favori. Mais je me suis consolé en regardant les résultats ailleurs et dans la France entière, en me disant, je suis un des 20 candidats qui talonnent le candidat de La République En Marche, un des 20 premiers. Et ça, vous le mettez à votre crédit personnel? Écoutez, je le mets en tout cas par rapport au vote. C'est grâce au vote des citoyens. Évidemment, les citoyens me connaissent. Ils ont vu le travail que j'ai fait depuis longtemps. Je crois que c'est un atout. Je crois qu'avoir des députés sans expérience tout le temps renouvelés, vous savez, c'est donner une forte prédominance à ce moment-là au pouvoir exécutif, à la technostructure. Des députés d'expérience, il en faut. Il ne faut pas que ça, il faut du renouvellement. Mais à chaque élection, il y a beaucoup de renouvellement. La dernière fois, il y avait 246 députés tout à fait nouveaux. C'est important. Il y en aura sans doute plus cette fois-ci au regard des résultats du premier tour. Mais que nous soyons quelques-uns, quelques dizaines, je dirais, mais peut-être même pas, qui avons une expérience à faire valoir pour d'ailleurs aider nos collègues, tout simplement, dans les débats, et bien que nous soyons quelques-uns, ça m'apparaît très important. Moi, j'ai bénéficié de l'expérience des anciens quand je suis arrivé, tout nouveau député, quand j'avais 28 ans. Madeleine Ngombe-Bito, justement, si vous êtes élu au soir du deuxième tour, dimanche soir, 18 juin, expliquez-nous comment on passe du Parti socialiste à La République En Marche, et qu'au Parlement, vous pourriez voter, par exemple, des lois, des réformes initiées par un Premier ministre de droite, tout simplement. Vous êtes une élue, vous avez été élu local, Parti socialiste, je présume que vous êtes toujours de gauche, donc expliquez-moi comment on peut faire. Alors, moi, je suis une élue, effectivement, qui vient de la gauche. Mais vous êtes toujours de gauche? Je suis en marche, et résolument en marche depuis quelque temps. J'ai été bluffée par la démarche d'Emmanuel Macron, qui voudrait qu'on dépasse les clivages, eh bien, qu'on construise et qu'on ne se contente pas de critiquer et de bloquer la France. Moi, mon engagement en politique, c'est de trouver des solutions aux Français. Eh bien, la démarche d'Emmanuel Macron, elle me convient parfaitement, puisque eh bien, dès lors qu'on aura trouvé des solutions aux Français, quand bien même ça vient d'un Premier ministre qui vient de droite, ce qui est important, c'est de leur trouver les solutions. C'est le sens de mon engagement, en tout cas. Jérôme Lambert, justement, vous avez peut-être fait du macronisme sans le savoir, il y a quelques années. Je ne savais pas que ça s'appelait macronisme. Alors, en tous les cas, il est créé, ce terme, aux dernières municipales de Confolens, en 2014. Moi, j'ai noté que vous aviez effectivement soutenu une liste, on va dire, très ouverte, divers, centre, UDI, rassemblant les bonnes volontés. Parti communiste. Oui. À l'époque, c'était pas la mode, donc ça avait été perçu comment? Madeleine Ngombe, qui était secrétaire de la section socialiste de Confolens, a largement critiqué cette démarche. Elle a même demandé l'exclusion de certains de mes amis qui étaient membres du Parti socialiste figurant sur cette liste d'ouverture. Heureusement, cette liste d'ouverture a largement gagné, 62%, je crois, des voix des Confolentais. Elle avait mon soutien total. C'est vrai que, mais il n'y a pas que dans le local que j'ai fait du macronisme. Je veux dire, à l'Assemblée nationale, il m'est arrivé d'être d'accord avec des propositions de droite, il m'est arrivé d'être d'accord avec des propositions plus à gauche. Je crois que ce qui fait la force d'un parlementaire, c'est d'être un homme libre, parce que quand on est simplement là pour appuyer sur un bouton, ça n'a guère d'intérêt. Alors, Madeleine Ngombe-Bito, justement, est-ce que Jérôme Lambert était macroniste avant l'heure sans le savoir? Ce qu'il a fait en 2014, c'était pas bien? Eh bien, je ne sais pas s'il était macroniste avant l'heure. Je sais surtout qu'il a été frondeur pendant tout le quinquennat de François Hollande, qu'il a empêché François Hollande de travailler, qu'il a semé la confusion et le trouble au sein de la gauche en ne votant pas des lois comme par exemple la loi du mariage pour tous, en faisant des manifestations avec sens commun. Je sais surtout que Jérôme Lambert n'a pas voté plusieurs lois, qu'il a d'ailleurs signé une motion de défiance contre son propre gouvernement, et que ça aussi, ça a sémé de la confusion. Je sais aussi
que Jérôme Lambert, eh bien, pendant un temps, il a été socialiste, puis il a changé de groupe au niveau de l'Assemblée nationale, puis ça a été PRG, puis c'est lui-même. Alors, on ne sait pas trop. Donc ça, en tous les cas, moi, je ne serai pas un député qui sème la confusion. Je serai un député au service de ses citoyens, les citoyens de la 3e circonscription de la Charente, et je porterai leur combat au niveau de l'Assemblée nationale. Jérôme Lambert, un des premiers actes du président Macron, c'est la loi de moralisation de la vie politique. Vous la voteriez, cette loi présentée par le garde des Sceaux? Je veux répondre un mot. Empêcher de gouverner le gouvernement, aucune loi qu'a présentée le gouvernement n'a été rejetée. Il y a eu 2 fois l'usage du 49.3, ce qui était un scandale. Vous avez tenté de le faire, vous n'aviez pas la majorité. Nous avons porté des critiques, j'ai porté des critiques qui étaient à mon avis parfaitement justifiées. Et vous étiez minoritaire, vous étiez au sein d'un groupe. Quand on est minoritaire au sein d'un groupe, eh bien on ne continue pas à dire qu'on a raison, on respecte. Et c'est la démocratie. Quand on est majoritaire, eh bien on fait ce qui est décidé. Quand on est minoritaire, on respecte la majorité. Madame Gombe, je n'étais pas minoritaire au sein du groupe des radicaux de gauche, puisqu'au sein du groupe des radicaux de gauche, eh bien, j'étais dans le sein du groupe des radicaux de gauche, et au sein du groupe des radicaux de gauche, nous avions la liberté totale. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Nous avions la liberté totale de penser et de voter. Et j'ai utilisé cette liberté pour exprimer des points de vue libres, justes, qui me semblaient d'ailleurs, il était juste de s'opposer au CICE. Vous l'avez dit ce matin lors d'un débat à la Charente Libre, que vous étiez contre aussi. Eh bien, j'ai voté contre. Il était libre de s'opposer à l'augmentation de la CSG. Mais ça, je l'aurais dit dans mon groupe. Il était libre de s'opposer à l'augmentation de la CSG pour les retraités, je l'ai fait. Il était libre de s'opposer à la loi NOTRe et à la baisse des dotations aux collectivités locales. Bref, j'ai voté les 2 tiers des textes présentés par François Hollande. Mais c'est vrai, 1 tiers, je me suis opposé ou je me suis abstenu, parce que, à l'exemple de ce que je viens de vous donner, il y en a d'autres, il y avait des textes qui, franchement, eh bien, quand on connaissait le terrain et les situations des personnes que je représente, c'était pas des textes adaptés à la réalité ou à la réalité, en tout cas, aptes à régler les problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Madeleine Gombe-Bito va vous répondre. Justement, vous pensez qu'une loi, un texte de loi sur la moralisation de la vie politique, d'abord, vous la voteriez, mais que votre adversaire, lui, il ne la voterait pas. Je n'ai pas dit ça. Non. Non. Mais elle va vous répondre. Oui, oui. Moi, j'y adhère parfaitement, mais bon, ça serait étonnant, j'espère, en tous les cas, qu'il ne serait pas contre une loi comme celle-là, parce que nous en avons besoin. Les emplois familiaux, bien, moi, je ne serais pas une députée qui embaucherait mon époux ou mes enfants. Je ne serais pas une députée qui me servirait de la réserve parlementaire eh bien, pour faire du clientélisme sur le territoire. Je ne serais pas une députée qui essaierait de briguer 7 mandats. Au bout de 2 ou 3, eh bien, j'irai faire autre chose. Et je me demande d'ailleurs, le 7e mandat, pourquoi Jérôme Lambert le demande. C'est pour faire quoi? En 6 mandats, ce que vous n'avez pas fait, c'est ce que vous allez faire au 7e mandat. Je ne sais pas pourquoi. Jérôme Lambert vous répond sur cette question-là et ensuite on va aborder les 3 dossiers qui pèsent pour l'attractivité du territoire. Pendant 6 mandats, j'ai exercé pleinement mon engagement de parlementaire. Je crois d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été déjà réélu 6 fois, et avant de critiquer le fait que j'ai été déjà élu 6 fois, vous devriez réfléchir au fait que ce sont les citoyens charentais qui m'ont fait confiance. Je veux dire par là même, critiquer le fait que j'ai été élu 6 fois, c'est dire aux citoyens charentais vous avez eu tort. Donc voilà. Un 7e mandat. Maintenant, les Charentais feront ce qu'ils veulent, bien entendu, je leur fais confiance. Pour la loi sur la moralisation, qui ne porte plus d'ailleurs ce titre, je ne connais pas encore l'exact libellé de toutes les propositions. Je pense que d'ailleurs que le Parlement, à moins que La République En Marche bloque toutes les discussions parlementaires par des votes sans appel, sans possibilité d'amendement, ni rien. Donc dans ce cas-là, on n'aura plus qu'à se coucher et ne rien faire. Mais sinon, il y aura un débat parlementaire. Dans ce débat parlementaire, on fera valoir un certain nombre, certainement, d'arguments pour essayer de corriger, d'améliorer des propositions. C'est notre rôle du Parlement. C'est le rôle. Alors que moi, je ne serai pas un député qui prend l'engagement
d'emblée de dire je soutiendrai la politique du gouvernement. Je prends l'engagement d'être le représentant des Charentais et de discuter point à point toutes les propositions qui seront faites. Je voudrais qu'on aborde 3 dossiers qui pèsent dans l'attractivité du territoire de la Charente, et notamment votre circonscription, l'arrêt de la desserte LGV à Ruffec, la nationale 141 avec cette fameuse déviation de Roumazières, et puis la désertification médicale. Je sais que c'est un dossier qui vous intéresse de très près, Madeleine Ngombe-Bito. Jérôme Lambert, vous avez soutenu le collectif pour le maintien de l'arrêt TGV à Ruffec ou pas? Évidemment. J'ai même, il y a 15 ans, Madeleine était déjà élue, mais elle n'était pas là à ce moment-là sur ce combat-là. Nous nous étions battus pour qu'il y ait un arrêt TGV à Ruffec. Et nous l'avons obtenu. Hein. Nous avons mis 4 ans. Les derniers combats, justement pour maintenir la desserte, vous étiez présent dans ces combats-là ou pas? Bien sûr. Alors, pas toujours à toutes les manifestations, parce que je vous ferai remarquer que depuis 6 mois, nous étions en campagne électorale, j'étais en campagne électorale, et il pouvait m'arriver d'être en réunion quelque part en même temps qu'il y ait une manifestation. Mais qui était souvent à 18h d'ailleurs. Oui, c'est ça. Toutes les manifestations auxquelles j'ai pu participer, je crois que j'ai participé à 3 manifestations, eh bien voilà. Et puis ils avaient mes excuses, et ils avaient tous mes encouragements. Okay. Mais c'est un combat à gagner, il n'est pas gagné aujourd'hui. Alors Madeleine Ngombe-Bito, justement sur ce combat-là, la desserte LGV, visiblement à Ruffec, ça semble difficile, plié, il n'y aura pas d'arrêt à Ruffec. Vous étiez où sur ce dossier-là et quelle sera votre attitude si vous êtes élu dimanche soir? Vous avez du retard. Eh bien, j'ai été, il y a quelques jours, à cette bataille. J'ai été invitée donc, à y participer. Et je pense que c'est un arrêt qui est très important pour désenclaver le territoire. Quand vous étiez élu socialiste à la région, justement, en 2010, c'est une problématique qui a émergé chez vous ou pas? Vous avez soutenu? Oui, bien sûr. Je n'étais pas présente à la manifestation, mais c'est une cause et c'est un combat qu'il faut soutenir parce que ça participe au désenclavement du territoire. Et si ce territoire n'est pas désenclavé, il n'y aura pas d'attractivité. Donc, malheureusement, la région Poitou-Charentes n'a rien fait. Je remarque quand même que Jérôme Lambert dit avoir soutenu beaucoup. Eh bien, visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc, je me pose la question de l'efficacité de vos soutiens. Alors vous, seriez-vous plus efficace? Par exemple, demain, vous êtes élu, vous avez l'étiquette La République En Marche, vous serez plus efficace, vous réussirez à faire plier la SNCF, là où les élus locaux ont échoué? Dans tous les cas, je serai la députée qui serait capable d'aller toquer à la porte des cabinets ministériels pour faire en sorte que les choses avancent. Ce que mon concurrent, Jérôme Lambert, ne pourra pas faire parce qu'il n'est plus l'homme de son temps. Les personnes qui ont commencé avec vous n'y sont plus. Et madame, vous semblez dénier le fait qu'un parlementaire puisse aller voir un cabinet ministériel. Moi, j'irais plutôt voir les ministres que je connais bien, à peu près tous les ministres sauf les tout nouveaux. Non, bien si, M. Pépi, que je connais très bien. C'est ce que vous avez fait et visiblement, ça n'a pas marché. Donc, je ne vois pas... La dernière fois, il a fallu quelques années. Je ne comprends pas très bien comment vous allez faire pour que ça marche pendant 6 quinquennats. Enfin, 6 quinquennats, vous n'y êtes pas arrivé. Sur la desserte LGV, on a compris, ça va être un dossier difficile à défendre. Sur la déviation, la nationale 141 et la déviation de Roumazières, là aussi, vous allez réussir, si vous êtes élu dimanche soir, à faire mieux et plus vite sur ce dossier qui traîne depuis des années. Je vais porter les dossiers. Je pense que la situation de la 141, eh bien, elle n'est pas supportable. C'est pas scandaleux, d'ailleurs? C'est scandaleux. C'est parfaitement scandaleux. Il y a une partie qui est déjà réglée, budgétée. Les travaux vont commencer bientôt. C'est la partie Chabanais-Roumazières. Et il reste la partie Roumazières-Chasseneuil. Je porterai ce dossier. Et pas toute seule, d'ailleurs. Nous serons les 3 députés en marche, puisque cette nationale, c'est vrai qu'il y a des problèmes, en particulier au niveau de la Charente-Limousine, mais elle part de Cognac au Limousin. Oui. Donc nous serons ensemble pour défendre ce dossier et nous serons entendus parce que nous pourrons le porter à l'oreille de l'équipe présidentielle. Jérôme Lambert, on sait que ce coût est élevé, 100 millions d'euros pour ce projet-là. Alors justement, il manque des sous dans les actuels contrats État-région. En fait, le travail est déjà fait. Il faut effectivement finaliser un certain nombre de choses, point de vue financier, mais moi j'ai parfaitement l'assurance que les choses seront faites en temps et en heure. C'est-à-dire après la fin des travaux d'aménagement, la portion Chabanais-Roumazières, la portion Roumazières-Chasseneuil ne tardera pas et ne devra pas tarder du tout
a débuté. J'en ai l'assurance. Maintenant, il faut que toutes les collectivités suivent, y compris la région Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que dans le contrat de plan 2015-2020, Madeleine Gombe était à ce moment-là vice-présidente de la région Poitou-Charentes n'avait pas mis un sou sur les routes nationales, ce qui ne nous a pas arrangé. Oui, ça avait été une décision collective que je regrette, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà. Mais qui pénalise le département de la Charente, comme d'autres territoires, les Deux-Sèvres également aussi. Oui, ce retard-là, effectivement, c'est d'autant plus... Oui, c'est un retard qu'il faut rattraper à jamais, et d'ailleurs avec le président Mais ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous n'avez pas pu faire en tant que vice-présidente de la région, Macron, je ne vois pas ce que vous pourriez faire en tant que député. Si, parce que le projet est complètement différent et la proposition d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que dans un territoire, qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve ensemble des solutions pour avoir... les solutions sont trouvées. Il suffit maintenant de finaliser. Vous pouvez dire qu'elles sont trouvées, elles ne sont pas financées, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes encore là aujourd'hui. Alors j'ai une dernière question, messieurs et dames, c'est une question très personnelle. Quelle qualité, ce que je vais vous poser à tous les deux, quelle qualité trouvez-vous à votre adversaire? Question à Jérôme Lambert et ensuite à Madeleine Ngombe-Bito. Si vous deviez trouver une qualité à votre adversaire, Jérôme Lambert. Je ne sais pas. Peut-être, je connais bien Madeleine depuis maintenant longtemps. Elle a toujours voulu s'accrocher. Alors on pourrait dire accrocheuse, mais voilà. Accrocheuse. Oui, c'est-à-dire toujours voulu être là en avant. Très bien. Voilà. Même question, Madeleine Ngombe-Bito. Quelle qualité trouvez-vous à Jérôme Lambert? Eh bien, qu'il veuille durer, perdurer, malgré tout. Malgré tout, contre tous les vents, même contre la dynamique actuelle qu'il y a autour de ma candidature, une dynamique, je dirais, très, très visible. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier débat concernant donc la 3e circonscription de la Charente. Place au débat suivant. Il concerne la 4e circonscription de la Vienne. Avant de recevoir nos deux invités, donc Fabrice Bidot nous rappelle les principaux résultats de ce premier tour. Les larmes de Véronique Massonneau balayées par la vague En Marche. La députée sortante, soutenue par le Parti socialiste, n'est arrivée qu'en 4e position. Loin derrière, le candidat du MoDem, Nicolas Turquois, investi par La République En Marche. Avec plus de 30% des voix, il devance la candidate des Républicains, Anne-Florence Bourrat, de près de 12 points. Le Front National semblait en mesure de se qualifier pour le second tour, mais Alain Verdun, son secrétaire départemental dans la Vienne, n'arrive qu'en 3e position, avec 17% des voix. La candidate de la France Insoumise, Aurélie Saulnier, 5e, frôle la barre des 10%. La participation a à peine atteint 49% des voix dimanche dernier, mais alors que les candidats de gauche ont tous été éliminés, difficile de savoir comment vont se comporter les 30% d'électeurs qui leur avaient accordé leur confiance. Je reçois donc à présent Anne-Florence Bourrat, candidate UDI, les Républicains, donc dans la 4e circonscription de la Vienne, et Nicolas Turquois, candidat de La République En Marche. Et c'est donc vous qui êtes arrivé en tête dimanche soir avec plus de 30,84% des suffrages. Nicolas Turquois, première question, elle est pour vous. On vous connaît ici pour être président du MoDem de la Vienne, pour être agriculteur, pour être également maire délégué d'Ouzy-Vignoles dans la Vienne. Êtes-vous surpris par le score que vous avez venu de faire dimanche soir ? Oui, honnêtement, j'étais très surpris parce que rapidement, dès 19h, on avait l'impression que c'était bon pour qu'on soit qualifié pour le deuxième tour. Sur le Loup du Nez, notamment, où le Front National avait fait des très gros scores au présidentiel, je pensais à un décrochage du Front National, mais pas à l'écroulement qu'on... L'effet étiquette a joué à plein ? Oui, totalement. C'est avant tout l'étiquette Macron qui a porté ma candidature, hein, je peux le reconnaître. Après, en milieu rural... Dans mon secteur, dans le Loup du Nez, le fait d'être du coin, si je peux me permettre l'expression, a été plutôt bien perçu. Parce que vous êtes parti tard dans la campagne, c'est vrai. Très tard, il y a un mois. Oui. Et souvent, effectivement, vous aviez en face de vous une députée sortante. Alors, c'est pas vous, mais c'est la députée sortante écologiste Véronique Massonneau qui était bien implantée. Et puis, un Front National en embuscade dans cette... et éventuellement prêt pour une triangulaire. Hein. Anne-Florence Bourrat, vous avez fait une campagne active sur le terrain, avec secondée par Bruno Belin, votre suppléant, un président du Conseil départemental de la Vienne. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué durant ce premier tour pour que vous ne viriez pas en tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a manqué? Je pense qu'on a travaillé comme il fallait. Par contre, comme ça vient d'être dit, une grosse vague Macron et surtout une abstention très forte. Et cette vague d'abstention, moi, m'attriste énormément. Et alors justement, puisque vous parliez d'abstention, vous avez le sentiment justement d'avoir également fait l'effet de cette vague Macron?
Comme beaucoup... Vous le sentiez pendant la campagne ou pas? Aujourd'hui, pas forcément à ce niveau-là. Je pense que oui, on le sentait. De toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Français avaient envie de légitimer ce président. Je pense que ça a été l'enjeu de ce premier tour des législatives. Maintenant, on va voir que l'enjeu est un peu différent et qu'il va falloir peut-être avoir des couleurs différentes. Alors justement, Nicolas Turquois, je n'ai pas noté officiellement d'appel de candidats perdus ou battus qui justement vous ont lancé en disant « je vais appeler à voter Nicolas Turquois ». La question que je vais vous poser est toute simple. Vous allez chercher des voix qui vous manquent vers où? Vers la gauche ou vers la droite? Je m'adresse, on compte s'adresser à tout le monde. Droite. Non, je ne vais pas aller vers l'extrême droite, mais par le fait des choses, il y a un certain nombre de témoignages, et même quand on regarde les scores d'un certain nombre de communes, il y a des gens qui ont voté extrême droite, il y en a qui me l'ont dit, qui ont voté extrême droite au présidentiel, qui ont en partie, pour certains, voté pour moi parce que était clairement dit, il faut donner une majorité au président qui vient d'être élu. Il a gagné, on ne va pas commencer par une cohabitation. Deuxièmement, le caractère rural, agricole. Moi, j'ai fait le choix de revenir dans un village très isolé. Et bien, pour certains, ça les a touchés. Donc, quand je parle d'isolement du milieu rural, de manque de services, d'éloignement des centres de décision, ça trouve écho. Donc, de ce fait-là, si je peux ramener de l'électorat qui a voté Marine Le Pen au présidentiel, ben, tant mieux. Alors, Anne-Florence Bourrat, justement, vous devancez le Front National de 594 voix, j'ai noté. Oui. Est-ce à dire ce soir que vous appelez tous les électeurs du Front National à voter pour vous, la candidate de la droite et du centre? Alors moi, aujourd'hui, je continue ma campagne comme j'ai commencé. Moi, je suis une personne de terrain, j'écoute, et j'ai entendu pendant la campagne deux choses essentiellement, les problèmes de pouvoir d'achat et les problèmes de santé en milieu rural. Mais vous avez pris votre calculette quand même au soir du premier tour. Oui, mais aujourd'hui, je continue dans cette dimension-là, parce qu'on voit bien que c'est dans la ruralité que les gens ont ces soucis-là, et que certains votes sont allés de ce côté-là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne changez pas votre discours, non, ni votre manière de faire campagne, au vu de ce qui s'est passé dimanche soir. Je continue de la même manière parce que c'est comme ça que je travaille, que je suis élue. C'est comme ça aussi que les gens apprécient d'avoir une représentativité, une écoute. Et cette écoute porte ses fruits sur le territoire ensuite. C'est comme ça que je travaillerai à l'Assemblée en tout cas. Alors Nicolas Turquois, il ne vous a pas également échappé que le score de la France Insoumise additionné au score du Front de Gauche, c'est plus de 12,5% des voix que vous allez également chercher? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent... sur lequel on peut se retrouver, parce que le programme numéro 1 d'Emmanuel Macron, c'est de relancer la production en France, de relancer la création de richesses en France. Et c'est-à-dire qu'il peut séduire à la fois une frange de l'électorat qui a voté France Insoumise, Front de Gauche et l'électorat Front National. Dans son programme, certains mettent en avant son côté libéral. Il y a un côté très protecteur aussi par rapport à tout ce qui est les aspects mutuels ou prise en charge par le régime général d'un certain nombre de dépenses de santé, notamment les lunettes, les équipements audioprothèses, etc. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Il y a un aspect de gain de pouvoir d'achat par rapport aux salariés les plus modestes et aux personnes les plus modestes avec la taxe d'habitation. C'est suffisant pour répondre à la désespérance, à l'écho que vous ressertez dans une circonscription. C'est toute une machine qu'on doit remettre en route. La France est complètement arrêtée. Emmanuel Macron, il y a une vraie dynamique qui s'est créée autour de sa campagne. On le voit bien dans les résultats. Nous, Emmanuel Macron fait 11 000 voix, 11 600 voix, je crois, au premier tour. Je fais 11 200 voix. Enfin, il y a une histoire de 300-400 voix de moins. Donc, les gens qui ont donné la majorité à Emmanuel Macron au présidentiel, on les retrouve au législatif. Anne-Florence Bourrat, vous avez une minute de retard sur ce débat. Justement, détail programme pour programme. La hausse de la CSG que propose Emmanuel Macron, vous la voteriez si vous étiez député dimanche soir? Ah, certainement pas, non. C'est ce que j'ai entendu pendant toute la campagne. Donc c'est quoi la différence entre... Le pouvoir d'achat, enfin moi ça me va pas. Les gens, quand on les rencontre, ils ont fait leurs calculs. Ils ont bien vu ce que ça allait donner à la fin du mois, cette hausse de la CSG. Ils ont commencé à regarder et puis à se dire non, moi ça va me toucher. Donc là aujourd'hui, j'ai vu du grand mécontentement et c'est un sujet qui a trouvé écho. Vous n'avez pas vu visiblement les mêmes électeurs alors? Ah si, je pense que si. On a vu les mêmes électeurs et je pense qu'ils sont très conscients de ce qui est en train de se passer. Ils n'avaient pas vu au début parce que c'était caché au milieu de quelque chose d'assez flou. Il reste encore des points très flous.
Deuxième point sur lequel la hausse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, c'est une belle mesure qui paraît comme ça assez facile. Par contre, pour les maires, vous pouvez en discuter avec eux, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des services de proximité en moins, des choses qui sont utiles aux habitants, qui seront aujourd'hui plus possibles. Alors, Nicolas Turquois, le maire délégué de Douzy, justement, il accepterait une suppression de la taxe d'habitation? Mais attendez, la taxe d'habitation, il y a déjà 40% des Français qui ne la payent pas, et l'État, depuis, je crois, 1983, la compense chaque année à l'euro près. Donc ça existe déjà, les 40% les plus modestes ne la payent pas. C'est la réalité dans nos communes, on reçoit une compensation, et tous les ans, on fait notre budget en fonction de ça. Après, la taxe d'habitation, c'est un vrai scandale en termes d'inégalité. À Paris, j'ai des amis à Paris, dans un immeuble plutôt bien placé, qui paye 400 € de taxe d'habitation. Dans mon village, il y a pas mal de maisons récemment rénovées ou construites où on paye 1000 ou 1200 € de taxe d'habitation. Ça, c'est une inégalité entre communes. Mais à l'intérieur de la commune, vous avez plein d'habitants qui déclarent plus ou moins les travaux qu'ils font chez eux. Et donc, pour des maisons de type équivalent, il y a une vraie inégalité. La seule façon de résoudre et de résorber cette inégalité, c'est de la supprimer. Et pourquoi pas la supprimer pour tout le monde dans ces cas-là? Parce qu'on sait que la taxe d'habitation, elle est injuste totale. Après, on a un objectif au niveau du gouvernement, c'est d'abord de rétablir les finances publiques. Oui. On est dans un pays qui a un endettement majeur, qui a un déficit important. Nous, on ne va pas faire comme les Républicains où on maintient tout un tas de choses. Il n'y a pas d'impôts supplémentaires. D'ailleurs, on a du mal à savoir comment est-ce qu'ils financent les choses, puisque le programme de Juppé n'est pas maintenu, le programme de Fillon n'est pas maintenu. Alors, donc, quel est le programme? Anne-Florence Bourrat, vous avez pris 2 minutes de retard, justement. Quel est le programme? C'est moi qui pose la question, puisque aujourd'hui, je pense que les gens le disent eux-mêmes, ils ont voté pour un phénomène, le phénomène Macron, ou une envie qui proposait des choses un peu différentes, mais c'est tellement large aujourd'hui dans les propositions et tellement flou encore sur certaines choses que non, là-dessus, je n'irai pas. Alors, est-ce que vos propositions sont audibles pour autant? Oui, parce que les gens commencent à voir point par point ce qui va se passer. Et aussi, là, dans les derniers jours, le fait de voir une telle vague de députés arriver à l'Assemblée nationale, on commence à entendre dire « Oui, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait un parti unique. On a connu ça avant. Ce n'est pas une bonne chose pour le débat, pour la France. Donc aujourd'hui, à l'Assemblée, il faut une Assemblée qui soit plurielle, qui soit pluraliste. » Alors, je vous pose une question différemment, mais elle concerne votre adversaire. Un député, dimanche soir, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être vous qui défend son territoire. J'imagine que vous avez la même ambition de défendre votre territoire. Votre adversaire vient du milieu rural, et donc il est tout aussi légitime, parce qu'on a souvent entendu ces procès en légitimité concernant les candidats de La République En Marche. Il est totalement légitime, il correspond à son territoire, Nicolas Turquois. Alors là-dessus, deux éléments de réponse. D'abord, une femme. Ce que je constate, c'est que le président Macron a prôné la parité. Déjà dans son gouvernement, si on regarde les grands ministères, ils sont plutôt pour des hommes. Et puis ici, localement, 4 candidats hommes. Donc aujourd'hui, quand on analyse les résultats, je suis presque la seule femme possiblement élue députée demain pour la Vienne à l'Assemblée nationale. Je pense que ça serait une vraie régression de ne pas aller dans ce sens. C'est difficile ce combat-là, il faut aussi le prendre en compte. Ensuite, la légitimité sur la ruralité. Moi, je suis désolée, ça fait un petit moment maintenant que je suis élue localement. La ruralité, notamment au département, ça a été la première grande action phare du département avec les États généraux de la ruralité. Je m'y suis investie complètement et j'ai notamment développé un grand débat sur la santé en milieu rural. Donc je pense qu'aujourd'hui, la ruralité, y compris la condition des agriculteurs, je pense que je la connais bien. Nicolas Turquois, le département et votre circonscription devront répondre à plusieurs défis. Celui donc de l'attractivité, avec la desserte de la LGV à Châtellerault, celui du maintien des services de santé, précisément, avec les urgences de l'hôpital de Loudun. Allez-vous murmurer à l'oreille du président pour qu'il fasse pression justement sur la SNCF pour qu'elle revoie son calendrier de desserte? Je pense qu'il est évident que quand on est un candidat de la majorité, on a des facilités d'accès aux ministres, peut-être pas au président, on va pas... Mais là, il y a des urgences, par exemple. Il y a absolument des urgences. Par exemple, sur l'hôpital de Loudun, nous avons rencontré avec ma colistière les équipes syndicales de représentants de l'hôpital de Loudun fin de semaine dernière, qui nous expliquaient quels étaient les tenants et aboutissants, parce que ce qui ressort dans la presse est pas toujours fidèle à la réalité. C'était une
une ligne concernant un médecin urgentiste qui n'était pas ouverte, qui est d'ailleurs maintenant annoncée comme ouverte. Ils ont pu obtenir un rendez-vous avec la directrice qui remplace Monsieur Coquema en attendant le nouveau directeur. Son départ à la retraite. Donc voilà, c'est du quotidien, c'est pas dans l'éclat, c'est pas. Il y a un certain nombre de sujets, par exemple la LGV. Moi, je suis très surpris que quelqu'un qui est adjointe à l'agglomération découvre le problème de LGV aujourd'hui. La LGV, Madame Borne était une préfète de Poitou-Charentes. Oui. Donc c'est déjà dans les tuyaux de pouvoir la contacter, de pouvoir la faire venir, de pouvoir l'alerter. Vous avez son 06 pour parler vulgairement? Pardon? Vous avez son 06 ou pas? Non, j'ai pas son 06, je n'ai pas cette proximité-là. Justement. Mais c'est des sujets sur lesquels nombre de chefs d'entreprise nous ont alertés par rapport à leurs clients, par rapport à des personnes qui vont travailler tous les jours à Paris. C'est un vrai enjeu. Et pourquoi est-ce que des élus de l'agglo, qui a payé 4 millions d'euros sur cette histoire-là, découvrent le projet en juin 2017? Florence Bourra, justement, vous répondez? J'ai un peu de mal là, oui, j'ai un peu de mal, parce que découvrir les sujets, non, là je crois que vous n'avez pas bien regardé vos fiches. Moi je suis aux côtés des personnes qui ont lutté contre ce problème-là depuis le début. Les grands élus se sont mobilisés depuis le début. Ils se sont regroupés d'ailleurs, M. Claes, M. Ablin, le président du département. Quelle que soit la couleur politique. Quelle que soit la couleur politique, dès le départ, pour aller négocier ce qu'il fallait au niveau du président de la SNCF. Mais il a manqué peut-être un étage supérieur. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a été floué sur le dossier. On continue à avancer. J'ai toujours été présente, je ne vous ai jamais vu, y compris dans les dernières manifestations. Quant à l'hôpital de Loudun, vous n'allez pas me dire vous connaissez le dossier aussi bien que moi. J'étais à l'ARS avec le maire de Loudun, avec le président du département, dès qu'il y a eu des soucis, avec les représentants syndicaux et avec l'interne urgentiste. Donc oui, ce dossier, je le connais très bien. Je n'ai pas attendu d'être en campagne pour le porter, puisque c'est mon sujet au département, et je n'attendrai pas la suite de la campagne pour le porter encore. Si vous êtes élue, Anne-Florence Bourra, au soir du 18 juin, serez-vous justement suffisamment audible à l'Assemblée, efficace, face à une majorité écrasante de députés macronistes pour justement faire entendre notre territoire? Justement, je pense que je suis la candidature qui a le plus de chances d'être audible. Tout simplement parce que il faut un peu d'expérience dans les méandres des collectivités, dans les façons dont fonctionnent les services administratifs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un réseau d'acteurs autour de moi et d'hommes politiques, d'élus politiques qui peuvent m'accompagner dans ces grandes démarches-là. Merci. J'ai une dernière question. Comme pour les candidats précédents, et des questions personnelles, quelle qualité, et c'est une question que je vous pose, Nicolas Turquois, trouvez-vous à votre adversaire? Moi, je pense qu'il défend ses valeurs avec conviction. Conviction. Oui. Anne-Florence Bourra, quelle qualité trouvez-vous à votre adversaire? Je pense que c'est une démarche assez courageuse et il est certainement adaptable. Adaptable. Donc, courage et adaptation. Merci à tous les cas. Ne bougez pas. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une belle fin de campagne. Place à présent au dernier débat de cette émission. Il concerne la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. Avant de recevoir et d'entendre nos deux invités, Christine Heinz et Delphine Batho, Fabrice Bidot nous rappelle les principaux enseignements de ce premier tour dans cette circonscription. Delphine Batho avait été réélue dès le premier tour en 2012. Dimanche, elle n'est arrivée qu'en deuxième position, mais elle a échappé à l'élimination imposée à beaucoup de candidats socialistes. Forte de son bilan de députée pendant 10 ans, elle obtient presque 30% des voix, mais elle concède 900 suffrages de retard sur la candidate de La République En Marche, Christine Heinz, arrivée en tête et qui a reçu le soutien inattendu de Ségolène Royal. La candidate des Républicains, Séverine Vachon, est largement distancée, mais les 6300 électeurs qui ont voté pour elle pourraient être déterminants lors du second tour. Les électeurs du Front National et de la France Insoumise, qui représentent chacun plus de 10% des voix, détiennent eux aussi la clé de ce scrutin. Sur ce plateau, donc, nos deux invités de la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, Christine Heinz, candidate de La République En Marche, face à Delphine Batho, candidate socialiste. Merci à toutes les deux d'avoir honoré mon invitation. Delphine Batho, première question, elle est pour vous. Vous parti favorite, mais vous êtes deuxième à l'issue de ce premier tour, 29,79% des suffrages. Vous faites figure de rescapé dans cette élection, non? C'est une performance remarquable au niveau national. C'est-à-dire qu'actuellement, la deuxième circonscription des Deux-Sèvres est très regardée dans toute la France. Ça y est, le président de la République, Emmanuel Macron, est assuré de disposer d'une majorité absolue et même d'une majorité écrasante. Et donc, ce qui se joue dans notre circonscription, c'est de savoir s'il restera
un peu de pluralisme à l'Assemblée nationale et si les idées de solidarité, de progrès social, d'écologie continueront d'être défendues à l'Assemblée nationale. Par une voix, si vous me le permettez, qui a appliqué le non-cumul des mandats avant l'heure, qui est jeune, qui a travaillé sur le terrain avec tous les élus locaux sans sectarisme, par-delà les sensibilités politiques, qui a arraché des victoires parlementaires à l'Assemblée nationale en faisant voter des amendements comme par exemple sur les abeilles par des députés de gauche et des députés de droite, qui a fait preuve aussi d'un certain courage politique pour dire les choses sur le précédent quinquennat dans l'exercice du pouvoir et dès le début. On va entendre Christine Heinz, justement. Elle a pris son temps. Delphine Batho, vous allez faire activement le même temps de parole. Votre challenger donc, met son expérience, sa connaissance, vous l'entendez, du territoire et des dossiers pour mobiliser les électeurs du deuxième tour. Ça sous-entendrait que vous ne connaissez rien au problème de cette deuxième circonscription des Deux-Sèvres, Christine Heinz, ou pas? Non, je ne pense pas. D'abord, je voudrais quand même remercier les électeurs qui m'ont placé en tête sur cette élection. J'ai bien réalisé que c'était une surprise pour beaucoup de personnes, pour les médias, et sans doute pour moi-même aussi, parce que je m'étais interdit de faire des pronostics, sachant que le bouleversement politique est tel aujourd'hui en France que c'était un petit peu difficile et qu'effectivement, je me présente dans une circonscription avec une députée en place depuis 10 ans. Ce n'était pas du tout évident et je crois que nous sommes toutes les deux à nous réjouir de ce résultat parce que précisément, je pense que la performance est également de mon côté. Alors justement, vous avez le soutien de Ségolène Royal qui a même déclaré qu'elle a voté pour vous au premier tour. Autre surprise, là j'imagine. Soutien à double tranchant ou soutien bienvenu, Christine Heinz? Mais écoutez, j'ai été très surprise. Forcément, c'est une initiative de Madame Royal. Je profite évidemment de son soutien. Je la remercie d'ailleurs parce que dans son commentaire, elle juge que je suis une très bonne candidate. Donc je reçois avec humilité, mais avec plaisir, le compliment. Et bien entendu, moi je reçois l'ensemble des soutiens des personnes qui considèrent que je peux faire une députée qui sera fidèle à ses engagements. Et justement, Delphine Batho, ce type de soutien qui arrive à la veille du deuxième tour, c'est quoi? C'est la chasse? Si votre débat de ce soir peut être utile, c'est peut-être pour aller au-delà des apparences. La réalité, c'est que le parti En Marche a décidé, par exemple, de ne pas mettre de candidat contre Stéphane Le Foll ou contre Marisol Touraine, donc une certaine génération. Et par contre, des personnes comme moi, plutôt jeunes, plutôt innovantes dans la vie politique nationale, d'essayer de les faire battre. Et en fait, cette déclaration qui est intervenue hier dit la vérité d'une petite opération politicienne de règlement de compte qui est à 1000 années-lumière du discours prôné par En Marche sur le renouveau. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, sur les 6 maires de la circonscription qui avaient parrainé la candidature d'Emmanuel Macron, 5 me soutiennent. Hier soir, dans mes réunions, il y avait des citoyens qui ont voté pour vous au premier tour et qui sont venus en disant « ça y est ». On a compris qu'en fait, c'est une petite opération parisienne et on ne veut pas mettre le doigt là-dedans. Justement, Christine Heinz, alors en dehors de ce soutien qui pourrait être encombrant, vous pouvez nous dire ce soir qui sont vos soutiens locaux? Je vais poser la même question à Delphine Batho. Il y a des noms en ce qui vous concerne. Qui vous soutient aujourd'hui? Qui sont-ils? Dans quelle sphère évoluent-ils? Bien, écoutez, on a un certain nombre de personnes. Je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Je ne peux pas lutter sur le plan de l'expérience politique face à Madame Batho. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai été investie par Emmanuel Macron sur cette circonscription, parmi d'autres, c'est que précisément je représente le renouveau démocratique qui est quand même appelé par un certain nombre de Français que je rencontre aussi sur les marchés. Qui sont vos soutiens dans cette deuxième circonscription? Mais écoutez, moi je n'ai pas fait de comité de soutien. Je ne peux pas lutter contre une personne qui a déjà démarré depuis des mois sa campagne électorale. Moi, j'ai été investie le 11 mai. Je suis nouvelle en politique, mais je trouve que ce n'est pas le fond du problème. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de comités. On ne va pas se tromper d'élection. On n'est pas au sénatorial où on compte sur des grands électeurs. Ce n'est pas ça le fond. Moi, je souhaiterais qu'on parle davantage de la circonscription. Je rappellerai quand même que vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'en parler. Voilà, je suis issue de cette... Mais là, ceci dit, on est dans l'entre-deux-tours. Il y a besoin de savoir qui vous êtes, de quelle manière vous allez vous comporter par rapport à des lois qui engagent. Donc c'est important de savoir qui vous soutient. Je trouve que ce n'est pas non plus anodin, non? Non, moi, c'est pas comme ça. Je travaille réellement avec le renouveau politique. Donc je ne travaille pas forcément avec des soutiens politiques. Les électeurs sont libres de leur vote. Alors,
Et justement, vous, si je vous pose la question, vous les soutiens, vous ne les reniez pas, parce que j'ai noté que Roger Belot, l'ex-président de la Maïf, il y a des écologistes, des milliers de responsables associatifs. Si vous permettez, oui. Madame, vous êtes candidat à un mandat. Et quand on est un candidat à un mandat, on doit dire la vérité aux citoyens. Et si vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas la candidate du renouveau, mais que vous êtes instrumentalisé dans un règlement de compte politicien, c'est préoccupant, puisque, par exemple, vous appelez certains maires de la circonscription en vous revendiquant du soutien d'un très très proche de Ségolène Royal. Donc pourquoi est-ce que sur le plateau de télévision, vous dites, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Bateau. Non, c'est pas un problème d'accord, ce sont des faits. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Vous voulez absolument réduire ma candidature au soutien de Madame Royal, ça n'a strictement rien à voir. Je vous dis qu'il ne peut pas y avoir un discours sur les plateaux de télévision. Je ne suis pas d'accord avec votre façon de présenter des maires dans la circonscription au téléphone. Je ne suis pas dans la politique politicienne du tout. Je n'ai pas cherché ce soutien et je trouve vraiment dommage que notre débat se passe uniquement autour du soutien de Madame Royal. Ce n'est pas ainsi. Vous avez dit... Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez dit je suis la candidate du renouveau. Eh bien, le renouveau, ce ne sont pas les vieilles méthodes. Je vais vous prouver ce que c'est le renouveau. Le renouveau, c'est le fait que moi, j'ai 35 ans de profession derrière moi, concrètement, réelle, sur le terrain. J'ai été enseignante pendant 28 ans, j'ai fait travailler des enfants, j'ai rencontré des familles, j'ai travaillé sur 4 académies, j'ai rencontré un certain nombre de conflits à gérer, je connais la vie réelle et je crois qu'il est important d'aller monter ce renouveau à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas une professionnelle de la politique et je le revendique précisément. Vous tenez à ce que vous ne soyez pas une professionnelle de la politique. Absolument. Donc vous allez garder ce que vous êtes, votre expérience professionnelle, pour la mettre au service du politique. Exactement. Oui. Le politique n'étant pas une fin en soi, le politique est simplement un moyen de pouvoir apporter des réponses aux citoyens de notre pays et aux citoyens de cette circonscription des Deux-Sèvres. Alors, il n'empêche que j'ai noté aussi que Séverine Vachon, qui était une candidate LR-UDI dans cette circonscription, a appelé à titre personnel, même si elle ne donne pas de consigne de vote collectif, à voter pour vous. Ce type, justement, de signe, vous le prenez comment ? Je le prends comme le signe du renouveau de la politique également, pour dépasser les clivages partisans auxquels est très attaché notre président de la République. Et c'est ainsi qu'il va falloir travailler. Delphine Bateau, toutes les lignes sont brouillées dans ce qu'on est en train d'entendre. Vous l'avez souvent revendiqué. Vous êtes que vous ne serez pas une députée Godillot. Ça sous-entend que si vous êtes non, d'abord, mon expérience de vie et mon engagement politique vient de la vie associative. Mais vous êtes de gauche. Je suis une femme de gauche. Je suis républicaine. Je suis laïque. Je suis écologiste, je suis attachée à la fermeté en matière de sécurité, je suis pragmatique en économie, je suis la femme des citoyens d'un territoire. Dans cette élection, il m'était fait le reproche de faire preuve de professionnalisme. Je pense que si dans les dernières années, tous les députés avaient fait preuve d'autant de professionnalisme que moi, la République irait mieux. Donc oui, je défends dans cette élection législative un territoire, mais aussi un enjeu national par rapport au pluralisme. On voit bien qu'il y a une opération du Parti En Marche qui est en fait une opération de siphonnage des voix de la droite, mais beaucoup d'élus locaux de droite de la circonscription, peut-être le diront pas publiquement, mais me soutiennent parce qu'ils savent qu'il y a avec moi une battante, une pugnacité qui va faire avancer les projets et les dossiers du territoire. Christine Heinz, sur les questions justement aussi sensibles que l'augmentation de la CSG, la suppression de la taxe d'habitation, c'était aussi les questions abordées lors des 2 précédents débats. Pour une partie de la population, vous pensez que ces 2 mesures seraient, d'abord, là on est dans le dur, sont bien entendues et comprises sur le terrain ? Alors non, elles ne sont pas comprises. Elles ne sont pas comprises parce que généralement, le programme présidentiel n'est pas très bien connu. Donc, ce qui ne vous facilite pas la tâche. Oui, mais on est là aussi pour expliquer. C'est aussi le propre d'une campagne électorale. Les personnes, effectivement, viennent vers nous, inquiètes sur l'augmentation de la CSG, ne comprennent pas très bien comment fonctionne la taxe d'habitation et donc n'ont pas forcément bien compris. Ceux-là, ce sont plutôt les maires, parce que contrairement à ce que vous pensez, j'ai rencontré quand même un certain nombre de maires et d'élus qui, d'ailleurs, je ne donnerai pas de nom non plus, c'est pour ça que je n'ai pas souhaité en donner, qui disent vous soutenir et qui vous soutiennent peut-être du bout des lèvres, mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là maintenant sur le plateau. Et ça, c'est pas politicien. Non, mais moi je constate, c'est tout, je vous fais simplement la remarque. Après,
chacun est libre dans l'isoloir de voter pour qui il veut, et ce sont les électeurs qui décideront. Donc moi, j'essaie de mener ce travail de campagne en expliquant le programme présidentiel, et effectivement, les interrogations sur là, c'est l'augmentation de la CSG, est principalement demandée par les retraités. Et donc là, il y a un travail d'explication sur la solidarité sur laquelle veut travailler Emmanuel Macron par rapport aux très petites retraites. Et là, il est nécessaire d'expliquer pourquoi il y a un seuil qui a été donné, qui est un seuil de soutenabilité financière. Et je crois que quand les personnes l'expliquent, certaines continuent de s'en froisser, et d'autres comprennent très bien cet effort de solidarité et le saluent. Delphine Batho, justement, votre circonscription est une circonscription rurale. On la connaît bien. Pas plus tard qu'hier, les éleveurs laitiers ont manifesté pour une augmentation du prix du lait dans une Assemblée nationale écrasante à majorité macroniste. Saurez-vous faire entendre la voix des Deux-Sèvres? Mais je l'ai fait face à une Assemblée nationale écrasante, en 2012. Écrasante hollandaise. 2017, ça sera peut-être plus difficile. J'ai fait voter l'interdiction des pesticides qui tuent les abeilles face à un gouvernement qui était opposé. J'ai porté un recours au Conseil constitutionnel sur le CETA. Pas toujours tu as très bien entendu, pour le coup. Vous n'avez pas toujours été très bien entendu. Ah ben, je l'ai fait voter. Oui, non, mais j'ai fait voter Laïd Beritane le rétablissement des crédits pour le Marais poitevin face à un gouvernement qui y était opposé. Donc ma capacité à arracher des victoires parlementaires, quelles que soient les circonstances, elle n'est pas à démontrer. Et je voterai contre la hausse de la CSG pour les personnes retraitées, pour lesquelles ça représente 51 € de pouvoir d'achat en moins. Je ne suis pas favorable à cette mesure. Je n'ai pas l'intention non plus d'être élue députée pour démissionner de l'exercice de la souveraineté nationale en disant le gouvernement peut avoir les pleins pouvoirs pour procéder à une réforme du Code du travail. Il y a une grande différence fondamentale peut-être entre nous deux, c'est que moi je n'ai pas signé d'acte d'allégeance à aucun parti, à aucune autorité qui serait supérieure à celle des citoyens de la circonscription. Vous avez signé, vous, un acte d'allégeance qui promet de n'exprimer aucun désaccord avec la politique gouvernementale pendant 5 ans. Non, il y a donc effectivement... Non, vous le savez très bien que mais enfin, les candidats, je vous reprends la phrase, les candidats investis par En Marche n'exprimeront aucun désaccord avec la politique gouvernementale. C'était Emmanuel Macron qui a dit ça le 19 janvier dernier. Sauf que moi, ce que j'ai signé, je sais quand même ce que j'ai signé lorsque j'ai porté ma candidature. Nous avions à nous engager sur les valeurs d'En Marche et je ne me suis pas engagée à voter tout et n'importe quoi. Alors, contre quoi vous voterez ? Mais pourquoi voulez-vous que je vote contre avant de savoir le texte pour lequel je vais voter ? Moi, j'espère bien appartenir à une majorité présidentielle qui va œuvrer pour modifier enfin les réformes qui n'ont pas été mises en place en France depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Donc on a une urgence absolue maintenant de travailler pour tous les oubliés, les chômeurs, les petites retraites, les agriculteurs qui gagnent 350 € par mois, qui travaillent. Ce sont des généralités. Non, ce sont des généralités. Si, ce sont des généralités. Mais bien sûr que ce sont des généralités. Oui, mais derrière ces généralités, vous avez des vraies personnes. Et ces vraies personnes doivent être défendues par le retour de solidarité et par des vraies réformes. Donc oui, je défendrai le travail sur les lois de travail par ordonnance, parce qu'il y a urgence, parce que ça fait des années que nous avons 10% de chômage et que le chômage ne baisse pas en France. Donc oui, il n'y a pas d'histoire d'allégeance, c'est que je crois profondément à la façon dont nous allons travailler. J'y crois profondément. Donc si vous allez siéger le 27 juin sur ce texte, sur la réforme du Code du travail, les parlementaires n'auront pas le droit pratiquement de voter dans cette histoire. Non, puisqu'en fait, ils vont voter leur dessaisissement. Moi, je ne voterai pas le décès. Autant je suis prête à travailler sur le fond, sur une réforme du Code du travail nécessaire pour les salariés comme pour les entreprises. Il y a des simplifications auxquelles il faut procéder, mais le principe de dessaisir le Parlement de ce travail, non, il n'a pas de justification et ça ne me paraît pas une bonne méthode parce que je pense que les réformes réussies sont celles qui font l'objet d'un dialogue social et sont celles qui sont débattues par les représentants des citoyens. Je crois qu'il est temps enfin, moi j'entends ce que vous dites. Par contre, je rappelle avec fierté que je suis une citoyenne
Avant d'être élue, je suis une citoyenne qui travaille. Oui, mais qui travaille sur le terrain depuis plus de 35 ans et que moi j'ai assisté en tant que citoyenne de base. Je vais rajouter le de base si ça peut vous faire plaisir. J'ai assisté à un travail parlementaire qui n'aboutit pas, qui dure des mois et des mois. Écoutez, il y a des lois. Enfin, je veux dire, moi, je constate simplement que nous avions 10% de chômage il y a 20 ans, que nous avons toujours 10% de chômage et que nous avons de vraies personnes derrière ces statistiques. Et je crois qu'il y a urgence. Je voudrais terminer sur le Code du travail. Vous parlez du Code du travail et vous induisez nos téléspectateurs en erreur en disant simplement que vous êtes opposé à cette modification du Code du travail. Mais le Code du travail, sur ces lois fondamentales, n'aura aucun changement. Les lois, les droits fondamentaux des salariés ne sera pas atteint. Mais qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on ne connaît pas le texte de réforme aujourd'hui? Mais parce que c'est un engagement très ferme d'Emmanuel Macron. Ce que vous dites sur le Parlement est grave. Parce que vous faites... Mais les ordonnances ne contournent pas le Parlement. Excusez-moi, vous êtes candidate à la fonction de députée. Ce que vous dites sur le Parlement est grave. Parce que la procédure législative dans les institutions de la République, depuis la Révolution française, ce n'est pas n'importe quoi. Et l'Assemblée nationale, madame, elle a été capable, par exemple, de voter l'état d'urgence en moins d'une semaine. Elle a été capable de voter les lois contre le terrorisme en moins d'un mois. Donc il y a des procédures législatives accélérées qui existent. Il y a une efficacité du travail parlementaire. Vous voyez, sur la loi sur la biodiversité, je parlais des abeilles tout à l'heure, il y a eu 5 lectures. C'est assurément trop. Mais faire le procès du Parlement par principe, je trouve que c'est inquiétant pour l'avenir de notre démocratie. C'est le procès des très inquiétant. Non, c'est très inquiétant pour l'avenir de notre démocratie. Ce n'est absolument pas le procès du Parlement auquel justement je prétends arriver. C'est le procès des pratiques, des petits jeux professionnels politiciens qui font durer le plaisir. Vous le savez très bien comment ça fonctionne parce que nous le savons aussi, même lorsqu'on appartient à la base. C'est-à-dire que le travail... Là-dessus, effectivement, je vous entends finalement sur ce débat de fond. Vous êtes diamétralement opposés sur la vision du Parlement. D'accord. Moi, j'ai fait voter des amendements avec le soutien de députés de l'opposition. Et vice-versa. J'ai soutenu, par exemple, sur le rétablissement de la demi-part pour les veufs et pour les veuves, j'ai soutenu des amendements qui étaient portés par des collègues de droite. Donc c'est vrai que le caractère insupportable des postures politiciennes, c'est quelque chose que moi-même je ressens depuis longtemps. Et j'ai envie d'apporter ma pierre au fait de sortir des postures politiciennes. Mais le parti En Marche n'est pas dans la logique de sortir des postures politiciennes. Vous voyez, par exemple, avant les élections, on nous parle de morale publique. Et ensuite, quand un ministre est mis en cause dans une affaire de morale publique, on nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème. Et donc je dis aux citoyens qui nous écoutent, regardez au-delà des apparences. Regardez au-delà des apparences entre ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a promis et déjà le vernis qui est en train de craquer. Justement, apparence ou pas apparence, où tout est clair, où tout est mis sur la table. Alors, qu'il y ait je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que là, vous faites référence à un passé. Non, Richard Ferrand, ce n'est pas le passé. Enfin, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc moi, je suis très heureuse que la justice ait été saisie dans cette affaire, parce que c'est la justice qui va déterminer s'il y a eu effectivement une faute ou pas une faute. Je crois aussi qu'il faut quand même rappeler que la loi sur la moralisation va être une des premières lois qui va être votée, que l'ensemble des personnes qui composent le gouvernement, qui arrivent de couleurs politiques extrêmement différentes, ont eu des passés, ont eu des comportements qui étaient autorisés à l'époque, et qu'ils ont tous accepté de modifier ces comportements et de s'engager précisément pour les modifier. Non. Écoutez, alors, vous n'êtes pas d'accord? Excusez-moi de vous dire plusieurs choses. D'abord, faire croire que tous les élus de la République auraient eu le même type de pratique que Richard Ferrand, que François Fillon, etc., je trouve ça absolument choquant et même scandaleux, parce que c'est faux. Ensuite, M. Ferrand, peut-être vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit dimanche soir, parce qu'il a dit ce qu'a dit Patrick Balkany quand il avait un scandale. Il a dit, mais ça y est, j'ai la confiance des électeurs et donc la justice, maintenant, c'est terminé, on s'en lave les mains. Et donc moi, je trouve ça parfaitement inacceptable. Je suis pour la loi de moralisation de la vie publique, mais je dis que cette loi de moralisation de la vie publique est en train de devenir, sur un certain nombre de points, du pipeau. Par exemple, sur l'interdiction du cumul entre le mandat de député et la fonction de conseil, où
où il n'est plus question de l'interdire, il est question de seulement de l'encadrer, parce que sur les lobbies 71 candidats En Marche occupent actuellement une fonction de conseil. Voilà les soi-disant vrais citoyens qui seront demain à l'Assemblée nationale. Christine Heinz, là-dessus, justement. Eh bien, là-dessus, moi, j'ai envie de dire, enfin, l'encadrement jusqu'à maintenant, ce n'était pas encadré, donc je trouve que déjà, il y a un progrès. Encadré. Bon, bien sûr que c'est encadré. Mais on va encadrer bien davantage. Vous le savez pertinemment. Vous le mettez d'un an. Bien sûr que si. Et moi, j'entends vos critiques. J'entends vos critiques sur effectivement un certain nombre de points qui peuvent effectivement représenter un caillou dans notre chaussure. Et j'en conviens parfaitement parce que je travaillerai dans l'optique d'Emmanuel Macron avec la transparence nécessaire. En revanche, je trouve qu'on s'écarte beaucoup de tous les résultats économiques qu'on veut mettre en place et des mesures qu'on veut mettre en place et des choses qui sont censées obtenir des résultats que jusqu'à maintenant, aucun des gouvernements précédents n'ont réussi à rétablir. Mesdames, si vous le souhaitez, j'ai une dernière question. Une question, c'est le mot de la fin, et c'est comme ça qu'on terminera ce débat. Delphine Batho, quelle qualité trouvez-vous à Christine Heinz? Je ne la connais pas suffisamment. Toute personne a des qualités. Tout citoyen qui s'engage pour la démocratie a des qualités, mais je ne la connais pas suffisamment pour pouvoir identifier la qualité qui serait la plus pertinente. Je vais quand même poser la question à Christine Heinz, justement. Quelle qualité trouvez-vous à Delphine Batho? Mais je pense que nous avons beaucoup de qualités communes. Madame Batho parle beaucoup, je ne la connais pas non plus suffisamment sur le plan personnel. En revanche, elle s'exprime beaucoup sur... Elle dit souvent d'elle-même que c'est une femme de conviction, que c'est une femme courageuse et honnête. Je veux bien la croire, mais je prétends avoir exactement les mêmes. Je prétends avoir les mêmes compétences et les mêmes qualités. Merci, mesdames, d'avoir participé à ce débat de l'entre-deux tours. Je vous souhaite une belle fin de campagne. Ces 3 débats, vous pouvez désormais les revoir sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Ils seront rediffusés ce soir à 22h50 après l'émission Des Racines et des Ailes. Tout de suite, votre journal régional. On se retrouve dimanche à partir de 19h pour vous faire vivre ce 2e tour des élections législatives. Très belle soirée.